Ok, alors il y a eu un petit changement dans le programme. C'est moi qui vais faire cette présentation. Vous attendiez tous Sébastien Lourceau, qui travaille avec moi chez Imagma depuis de nombreuses années. Et le pauvre a eu un petit souci de santé et n'a pas pu venir nous voir. Je sais qu'il l'aurait beaucoup aimé. Il va bien, voilà, tout va bien. Mais du coup, il m'a dit, bah, tiens, débrouille-toi avec la presse. J'ai dit, sympa, on réglera ça à ton retour. Donc j'ai la chance et le plaisir de vous présenter un sujet que j'ai récupéré un petit peu comme j'ai pu. Mais c'est un sujet qui me motive et puis je trouve assez amusant qu'on ait... pas une similarité, mais plutôt une complémentarité dans les talks ce soir. Ça parle beaucoup de front-end, d'API, de headless. Donc je vais essayer d'apporter ma pierre à cet édifice. Et moi, je vais vous parler de front-end moderne, résolument moderne, avec Silius. Vous remarquerez que c'est épuré. Le design est fait avec Canva. Merci Canva. Donc, je me présente rapidement, Loïc Cailleux, CEO d'Imagma. Qu'est-ce qu'on fait chez Imagma? On fait du Silius, du Silius, du Silius. Et ce qu'on aime faire, c'est des applications et des sites e-commerce sur mesure. Le copier-répéter toute la journée, c'est pas possible. Et je vais rebondir sur une des questions qui avaient été posées. C'est vrai qu'on fait du Silius aussi parce qu'on a la possibilité d'aller sur Symfony. Et ça nous ouvre tout un tas de perspectives qui sont vraiment intéressantes pour le métier de dev. Au début, on est tous des développeurs front-end. Je sais, vous ne voulez pas vous l'avouer, vous êtes des développeurs. Dites-le. Je suis, j'ai été, Avouez. Avouez, pour certains, il n'y en a plus beaucoup quand même. Mais des interfaces comme ça, il y a eu mieux. Il y a eu Dreamweaver après. Là, c'est vraiment un front page de la première heure. On a bouffé du HTML et on a sorti des interfaces. Et pour moi, déjà, mettre en place un tag HTML sur une page, c'est faire du front-end. Alors voilà, je tiens à le dire, on l'a été au moins un peu et on le fait encore pour certains plus régulièrement. Blague à part, j'ai posé la question à ChatGPT, savoir c'est quoi la vraie recette pour un bon front-end. Et il m'a dit il faut mettre une tasse d'UX exceptionnelle, de cuillère à soupe de vitesse de chargement, une demi-tasse de performance Lighthouse. Bullshit. Donc j'ai laissé tomber la piste de générer cette conférence avec l'IA. Ça n'a pas marché. Et je me suis tourné vers les technologies du moment. On a Vue.js, qu'on utilise beaucoup chez Imagma, c'est pour ça que vous ne nous entendrez pas beaucoup parler de React. Mais bien sûr, il y a React, il y a Svelte, il peut y en avoir d'autres. Et puis il y a jQuery 4, qui est vraiment dans les bacs. Là, ils ont sorti la bêta, je crois que c'était en février. Et peut-être que d'ici 2016, il y aura la stable. Et là, je vais vous dire, ceux qui critiquent jQuery, on en reparlera. Je vais prendre le problème du front-end à l'envers. Et je vais dire, en fait, qu'est-ce qui compte? Est-ce que ce qui compte, c'est d'avoir du JS, des API, du HTML, ceci, cela? Ou est-ce que ce qui compte, finalement, c'est d'avoir une expérience pour l'utilisateur et un focus sur sa page qui lui permet de faire ce qu'il veut? Dans du e-commerce, l'utilisateur, il ne vous demande pas d'utiliser une technologie, il dit « je veux acheter ». Mets-moi le bon prix, mets-moi la bonne expérience. Si on est d'accord là-dessus, si je te trouve par le biais du SEO ou autre, je vais effectuer mon acte d'achat. Et ça, on a tendance à l'oublier des fois quand on est vraiment en train d'essayer de résoudre le sujet de tech. Alors, on a du Server Generated HTML, copyright, et généralement, l'UX, elle est pourrie. Voilà, on va juste le dire comme ça, on fait des pages HTML qui sont très statiques, qui peuvent être longues, dont la navigation n'est pas très agréable. Et puis, il n'y a pas tous les petits trucs qui rendent une page sexy, et là-dessus, les devs front-end sont super forts. Par contre, on a quand même des avantages qui sont pas mal. On est très fort sur tout ce qui est le cache et la variation sur le cache. Et ça, bon courage les front-end pour gérer ce truc-là au travers d'un système de cache. On a des pages qui sont indexables. Kevin, je prêche un convaincu. Allez, indexable power. On a une restitution qui est instantanée. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de dire « Ah, attends, donne-moi les ingrédients de la recette, je vais calculer un truc ». Non, c'est prêt. Vous récupérez une réponse, elle est prête à l'usage. Et puis, un truc qu'on ne dit pas, c'est hyper robuste. C'est éprouvé notre truc quand même. Donc, globalement,
Il y a des gros avantages, mais il y a quand même un point qui est mal adressé, c'est tout ce qui concerne l'UX. De l'autre côté, quand on génère le HTML du côté du navigateur, on a une super UX, on a de la réactivité, on a des gens qui font de la UI, ils sont super contents, et je les comprends. Mais bon, voilà, ça n'engage que moi. Je trouve que parfois c'est moins robuste. On a des problèmes d'indexabilité. Ne me parlez pas de SSR, PHP le fait depuis une trentaine d'années. Surtout, on a des petits soucis qui deviennent plus sérieux avec tout ce qui est les stratégies, duplication des stratégies, où on se retrouve à faire de la validation d'un côté, de l'autre, à devoir faire suivre des éléments. Donc, c'est pas si simple. Voilà, l'emballage est très attrayant, mais c'est pas toujours très simple. Et pour moi, une de mes analyses, c'est qu'en fait, le e-commerce, c'est vraiment un produit qui est très étrange et qui est à la croisée entre du site web qu'on navigue, tout simplement, je dirais site vitrine, et de l'autre côté, on a un volet application. Et on essaye pour chaque projet de trouver l'équilibre entre voilà, le juste milieu. Alors, pour résumer, notre but, c'est d'avoir une navigation qui est plus rapide, c'est de rafraîchir ou de modifier, de muter des parties de la page qui est difficile à traiter. Et c'est toujours compliqué d'expliquer à un client « Ah ouais, mais oui, mais là c'est un peu compliqué ». Donc justement, on ne veut pas ajouter cette complexité. Et puis on ne veut pas perdre non plus tout ce qu'on a durement acquis sur notre dev back-end. Et je vais vous présenter, ou bien vous le connaissez déjà, Hotwire. Ça a été créé par une boîte qui s'appelle 37 Signals. C'est les créateurs de Ruby on Rails. Et rien que pour ça, je dis ok les gars, vous êtes au top. Vous êtes au top. Donc ça, c'est une image qui a été faite par ChatGPT. Et je prends juste 10 secondes pour dire que ça m'a permis de montrer à mes gamines comment on utilise ChatGPT pour faire des images de doudou lapin avec une carotte, avec des styles à l'encre de Chine, avec des styles bande dessinée, tout ça. Faites-le. Je trouve que c'est un très bon moyen de dire fais un truc sympa qui apporte quelque chose dans ta journée avec ChatGPT. À part ça, j'ai pas trouvé. Qu'est-ce qui nous ont amené les petits gars de Ruby on Rails? Déjà, il faut se le dire, Symfony reprend énormément, sinon une part affolante de ces propositions de l'univers Rails, qui a toujours été la locomotive en fait dans l'innovation framework. Ils ont fait plusieurs cycles d'innovation. Et une des dernières, c'est le Hotwire, c'est repenser comment on peut dynamiser les pages HTML en restant au plus proche de ce qu'on sait déjà faire avec du HTML. Pour ça, ils ont livré 3 produits qui s'appellent Turbo, Stimulus et Strada. Je ne parlerai pas de Strada et j'espère avoir le temps de vous parler des autres. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans... Alors, Hotwire, en fait, ça a été intégré dans Symfony par le biais du projet Symfony UX, dont vous entendez de plus en plus parler. Et là, il me semble juste critique que ce soit très clair dans l'esprit de tout le monde. C'est vraiment quelque chose qui prend de la place, et c'est normal. C'est normal. Laravel et Rails ont franchi le pas. Et en fait, on est presque les derniers dans l'écosystème des frameworks de ce type à le faire. On a Turbo pour une meilleure expérience de navigation. On a Stimulus qui nous apporte des microcontrôleurs. Je vais le dire simplement, ce que fait une application Vue.js ou React, c'est nous amener en fait ces microcontrôleurs qui permettent d'ajouter de la logique qui travaille sur une partie du DOM. Et on a des librairies tierces qui, elles, vont faciliter, par exemple, je vais en prendre une qui semble évidente, l'autocomplete, qu'on va pouvoir ajouter. Alors j'aimerais bien qu'il y ait ça dans Silus. Non, je te lance pas. Tu attends un petit peu. Mais voilà, on a en fait ces librairies, et ce qui est super intéressant, c'est que c'est le même projet qui est utilisé par plusieurs frameworks. Vous sentez qu'en fait, il y a une possibilité de gagner du temps et d'être efficace. Moi, ce que je vais essayer de faire dans cette présentation, c'est de vous expliquer comment fonctionne Turbo, ce que j'en ai compris. Je ne suis pas expert du sujet, je l'ai juste bûché un petit peu. Et pour que vous n'en ayez pas peur et que vous puissiez en fait faire des tests de votre côté. Et vous allez voir, je ne vais pas vous vendre du rêve, c'est pas génial. Il y a des trucs qui sont cool et des trucs qui sont moins cool. Turbo, vous avez un premier niveau de Turbo qui s'appelle Drive et qui permet d'améliorer simplement la navigation d'une page vers une autre.
Donc le principe est le suivant. Vous avez dans la réponse HTTP le head et le body. Et en fait, ce que va faire Turbo, c'est faire un merge du head. Il va faire une comparaison de ce que vous avez dans le head de la page de départ et la page d'arrivée. Il va décider d'ajouter des ressources, d'en enlever, pour que vous ayez les bons éléments. Il va vous mettre ce que j'appelle la petite barre sexy de chargement pour dire c'est long en chargement, mais je te fais patienter avec la petite barre sexy. On peut l'appeler aussi la progress bar. Je trouve ça triste. Et on a le remplacement du body. Donc là, en fait, c'est vraiment... je prends le body de la première page et je le remplace par le deuxième. Et ensuite, on a aussi une notion de cache que je mets ici. C'est les petits écrans foncés que vous avez derrière. Et là, Turbo rajoute une surcouche où il va stocker en cache le body, même toute la page, et puis prendre des décisions de dire est-ce que je l'affiche ou pas. Voilà le principe. Pour pouvoir faire les tests, j'ai rajouté un petit uslip dans le contrôleur front de Silius. Et on va essayer de faire une démo. Ok, je pose le micro. Donc, elle est où la démo ? Ok. Donc la démo, ici, je recharge une page. Je pense que ouais, voilà, vous y voyez. Simplement, c'est un Silius de base sur lequel j'ai juste activé Turbo Drive. Et ce que vous allez constater, c'est que globalement, il ne se passe pas grand-chose. Ça fonctionne. Je peux même peut-être faire les deux pour un moment. Et en fait, vous voyez quand même qu'il y a des requêtes qui arrivent là. Alors là, on n'est pas très fort en écologie. On fait plein de requêtes. Je clique ici et vous voyez que j'ai eu un rechargement. Je reviens là. Et là, je vois que ça recharge. Vous voyez la petite barre ? Hop, voilà. Et regardez bien l'heure. Hein. On est à 51. Ça switch. En fait, ce qui se passe, c'est que le cache vous affiche de façon optimiste la version de la page qu'il avait. Et ensuite, il lance un chargement pour avoir une nouvelle version de la page et il fait le remplacement. Ici, si vous regardez le contenu de cette page, on a tout simplement le contenu complet de la page. Donc vraiment, c'est hyper tricky. Le but, c'est juste de vous faire gagner du temps sur l'affichage. On a aussi le preload qui permet de gagner du temps, c'est-à-dire que si j'enlève le délai d'une seconde et demie que j'ai mis dans le contrôleur, évidemment, vous allez voir que les pages s'affichent beaucoup plus vite, puisque à chaque fois que je passe au-dessus d'un lien, je récupère son contenu. Je ne vais pas rentrer dans les détails de réglage, sachez que tout ça, c'est vraiment réglable, c'est pas imposé sur toute la navigation du site. Comment ça fonctionne ? Bon, je vais aller assez vite là-dessus, mais l'installation, je voulais juste vous montrer qu'elle est vraiment très très simple. Vous allez récupérer le Symfony UX Turbo, vous allez rajouter quelques configurations dans Webpack encore, vous rajoutez import étoile turbo dans le entry, et puis vous faites du CSS mastering en mettant une barre rouge au lieu d'avoir une barre de l'autre couleur, et ça fonctionne. Les avantages qu'on a sur ce petit ajout, qui vraiment ne coûte rien, c'est que c'est quand même cool d'avoir l'affichage optimistique. C'est très facile à activer. On est toujours dans un écosystème qui est stateless, c'est-à-dire que la page que vous récupérez, elle a été générée par le serveur et vous n'avez pas à garder un espèce d'état, on n'a pas le problème de refresh. Voilà, ça va fonctionner. C'est tout à fait configurable. Ça, par contre, je vous invite à aller voir l'API parce qu'en fait, là, j'ai tout activé par défaut. On peut tout désactiver par défaut. On peut l'activer juste pour un élément. On peut faire le contraire, activer, désactiver, réactiver. Donc, en fait, il y a une vraie souplesse dans l'usage. Et vous avez ces événements qui vous permettent de dire bah tiens, mon cache, j'aimerais qu'il fonctionne d'une autre manière. Donc, vous pouvez vous agréger avant de faire la requête, une fois que vous avez reçu le contenu, avant de le mettre en cache, quand Turbo a été activé. Donc ça amène quoi ? Ça amène un sentiment de navigation plus rapide. Par contre, on a des problèmes. On a du JS qui pète. Souvent, c'est parce qu'il est mal formé, c'est-à-dire que ça fonctionne bien quand on le met dans une page qui redémarre son chargement from scratch. Mais ce JS-là, on peut le retravailler et il va refonctionner. Et franchement, pour un coût qui est quand même très limité. Et après, on peut avoir des histoires qui sont un peu plus embêtantes, des espèces de clipping qui se traitent. Je vous donne tout de suite la ref. Vous avez des tutos sur SymfonyCast sur
Hotwire, ils sont vraiment super bien faits, il y a plein d'éléments à les récupérer. Ce que je n'ai pas réussi à faire, j'ai pas réussi à faire fonctionner le preserve scroll et tout ce qui concerne les view transition et le morphing. J'ai essayé un petit peu, voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui, mais c'est des choses qu'on est censé pouvoir faire fonctionner et qui vont encore ajouter du bonheur dans l'expérience de navigation. On passe maintenant à un deuxième élément qui est le turbo frame. Le turbo frame, ce sont les components. Voilà, si vous faites du front-end ou de l'intégration, l'idée c'est ça, c'est de dire on identifie une partie de la page qui doit réagir indépendamment du reste. Vous mettez une balise turbo frame et quand vous allez faire des actions dans cette turbo frame, c'est cette turbo frame qui va être adressée. La première action, c'est simplement de faire du rechargement dans ce turbo frame. Donc par exemple ici, si j'ai un turbo frame main et un autre qui est top, et que je fais un clic sur ce lien-là, ben, je vais avoir le contenu de ce frame qui va être mis à jour. Il ne va rien se passer ici, et je vais toujours avoir le merge au niveau des headers. Si j'ai ajouté un script CSS ou JS, il va en tenir compte. On a aussi la possibilité de mettre à jour l'historique de navigation, ce qui fait que quand on va faire des back and forward, on va avoir cette vitesse d'affichage. Et c'est, ma foi, très agréable. Alors là, je pose le micro. On ne peut pas tout faire. Hein. Hop. Donc ici, ce que je vais faire, c'est simplement réactiver des petits bouts de code qui me manquent pour que vous puissiez voir les turbo frames en action. Donc j'avais ça. Ok, donc là j'ai libéré mes turbo frames. Ça c'est bon. Ça j'en ai plus besoin. Et j'ai celui-là aussi. Marchera-t-il? Marchera. Ok, donc là en fait vous voyez plusieurs turbo frames. J'ai le top, j'ai le main. Je les ai mis de couleurs différentes. Vous avez le même horaire partout. Ici, je vais cliquer sur Rob. Et ce qui se passe, c'est que j'ai un rechargement complet. Vous voyez que tous les horaires sont synchronisés. Parce que je suis en dehors de la turbo frame. Donc finalement, j'ai fait un chargement classique. Je vais aller ici sur cette robe-ci, et là, vous allez voir que l'horaire a été mis à jour seulement pour celui-là, et les deux autres sont restés pareils. Alors je sais, ouais, nous les devbacks, ça nous fait rêver, un truc comme ça, normalement. Donc ce qu'il faut comprendre, il y a quelque chose qui est assez choquant dans le fonctionnement de Hotwire. Bon, ça peut être travaillé, mais c'est qu'à chaque fois, vous récupérez une page complète. La requête qui est faite, elle ne va pas chercher juste un morceau de la page, elle récupère toute la page. Et vous le voyez ici, pardon, j'étais devant, où je récupère mon horaire 41-46, qui est bien celui que je viens de cliquer. Pourtant, je n'ai pas mis à jour tout le reste. Ça pose une question toute simple. Est-ce que c'est vraiment plus léger de récupérer toute la page ou d'aller récupérer un morceau de la page qu'on veut afficher? Quand on a un système de cache qui est performant, ça peut ne pas être le cas. Voilà, ça peut ne pas être gênant. Mais il faut le comprendre parce que c'est vraiment le fonctionnement standard. Après, on peut aller plus loin sur cet élément. Je vais avancer un petit peu sur quelque chose que je trouve vraiment très cool. C'est le formulaire de contact. Le formulaire de contact, vous voyez ici, j'ai rajouté un turbo frame à un niveau au-dessus. Et ici, j'ai essayé de soumettre le formulaire de contact qui n'a pas de validation JavaScript. Donc là, il y a eu un appel qui a été fait directement côté backend sur le serveur. Vous voyez que j'ai l'heure qui a été mise à jour 42-54 juste sur cet élément. Là, j'ai de la validation backend. Ça m'intéresse énormément. Les formulaires dans Symfony, quand on les a bien faits, c'est quand même compliqué moralement de devoir les synchroniser sur une version front-end. Voire même, c'est pas fait. Voire même, on a un écart en disant ce cas-là, on va pas le gérer comme ça. C'est vraiment un sujet qui est complexe et qui n'est pas toujours facile à adresser. Et donc, ici, je récupère toute la logique que j'ai mise sur le back-end. Et sincèrement, en termes de retour d'expérience, j'ai tout. Alors oui, je peux peut-être faire quelque chose d'un peu plus joli, ceci, cela. Mais je trouve que déjà, il y a un vrai progrès
sur l'ajout de quelques lignes de code par rapport à l'expérience que j'avais avant. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a là? Je vais aller vite là-dessus, il vous faut regarder un petit peu la doc. Je vous disais qu'il y a énormément de paramètres qui permettent de configurer. Ils sont bien pensés dans le sens où voilà, il y a des attributs que vous pouvez rajouter directement sur votre TurboFrame pour dire celui-là, tu ne me le recharges pas dans mon TurboFrame, tu le recharges dans un autre TurboFrame. Donc vous pouvez faire des interactions entre vos composants. Vous pouvez aussi le renvoyer tout en haut de la page. Vous allez faire un target top pour dire non, là je veux vraiment que tu recharges la page parce que ça va péter, on a trop de distorsion. On va pouvoir faire du lazy loading, dire quand tu apparais dans la zone visible de l'utilisateur, du navigateur, là tu vas aller me charger l'URL qui est là. Et en attendant, je peux avoir un contenu qui est là pour faire illusion. Ça peut être du contenu qui ne fait pas illusion, ça peut être la version qui a été générée par le back-end, qui est déjà fournie, donc elle est 100% compatible SEO, et ensuite vous mettez autre chose dedans. Donc c'est quand même, enfin, moi je trouve ça super intéressant. Voilà les événements, quelques événements que j'ai glanés sur Hotwire. Je passe là-dessus. Les bénéfices de cette approche, c'est que déjà on accède au rafraîchissement partiel, et c'est quelque chose qui, pour l'utilisateur, est un vrai plus. On a de la navigation entre les composants, on peut faire bouger un composant et puis ne pas toucher le reste de la page. On a toujours le prefetch qui est essentiel pour la sensation de vitesse. On est toujours sur du stateless, c'est-à-dire que je vais même pouvoir jouer sur les URL et dire tu me rafraîchis l'élément et je vais récupérer l'état de ma page. On a la validation des formulaires, on a l'historique de navigation, on a les API et tout ça est surchargeable. Ne me croyez pas sur parole, allez le tester. Tout ça, ça produit une expérience de navigation qui est quand même vachement intéressante et elle est pas chère. Je veux pas dire que c'est le top, mais je veux dire vraiment, c'est pas cher par rapport à ce qu'on obtient. Toujours les mêmes petits soucis. Il peut y avoir aussi des cas un peu complexes, c'est de garder le scroll qui va bien. Si vous avez un scroll horizontal, vous allez vous arracher un petit peu les cheveux, mais c'est déjà le cas en fait dans d'autres technologies, c'est plus des questions de front-end. Et il y a des petits points que moi j'ai pas réussi à résoudre, à savoir l'activation du cache sur les frames. Ça doit être possible, mais c'est pas hyper clair voilà, pour moi à ce stade. Je vous ai présenté le formulaire. Alors des petits points supplémentaires. Ça aussi, je vais pas m'attarder. En fait, l'équipe d'Hotwire conseille à tout le monde de revoir la stratégie de non-validation des formulaires pour envoyer un code HTTP 422, c'est-à-dire le contenu n'est pas processable, parce que c'est la façon la plus juste pour eux de distinguer ça. Souvent, on renvoie des 200 en disant il y a des erreurs, donc je récupère mes erreurs dans le HTML, ok, et j'ai un code 200 qui me dit tout va bien. Donc aujourd'hui, ça fonctionne, mais c'est pas très correct. Et si vous regardez le code source de Symfony, il a évolué depuis la version 5 et sur la version 6. Pour tenir compte de ça, si jamais vous avez un formulaire, c'est là. Si jamais l'élément que vous souhaitez rendre dans un... Ça, c'est un morceau de l'abstract controller. Si vous souhaitez rendre un formulaire et qu'il est submitted et qu'il n'est pas valide, alors vous avez le status code qui est mis par défaut. C'est une habitude qu'on peut prendre dès aujourd'hui. Quand vous allez rendre une information, un formulaire qui est invalide, vous pouvez rajouter votre code 422 à la fin. Et si vous utilisez l'abstract controller, c'est fonctionnel directement. Petite démo de l'espace admin. Je me suis amusé, sincèrement, j'ai hacké là où je pouvais. Il y a des gens beaucoup plus sérieux que moi dans cette salle qui feront le job comme il faut, mais vraiment, je voulais déjà le voir, moi, pour le croire, et puis voir jusqu'où on pouvait aller. Donc vous avez toujours en fait ces petits frames qui apparaissent là, et par exemple, on peut avoir ici une navigation qui est quasiment instantanée. Ok. Je peux aller modifier mon produit. Je n'ai pas... si là j'ai fait un rechargement. Et je vais pouvoir bénéficier aussi du contenu de mes formulaires. Bon là j'ai pas d'erreur sur celui-là, je vais pas m'amuser à le revalider. Mais le principe est le même, ça fonctionne, voilà, grosso modo. Après là où on a des soucis, c'est tout ce qui est Semantic UI. Donc je crois que, bon voilà, c'est pas nouveau, Semantic UI, ça fait longtemps qu'on en parle, bah faut arrêter quoi.
Mais bon, ceci dit, c'est pas la faute à Semantic UI. Toute techno front-end qu'on va intégrer comme ça en disant elle sera seule au monde dans Silus posera exactement les mêmes problèmes. Donc le vrai souci, c'est de se dire, quand je mets du JS dans un projet, il faut que je le fasse d'une certaine manière. Ok, ça je passe. Est-ce qu'on a d'autres trucs? Eh bien oui, on en a toute une pile. Vous avez ces petits contrôleurs qui sont apportés par Stimulus. Stimulus, petit contrôleur, ici je mets mon nom en bas, je clique et ça l'affiche. Alors l'idée c'est quoi? C'est de vous éviter d'avoir toute une techno qui peut être quand même complexe à apprendre et à ressortir juste dans le besoin. Ça peut vous éviter de dire « Ah non, je veux absolument un deuxième collègue à côté de moi, je touche pas à ce truc-là ». L'idée de 37 Signals, c'était vraiment de dire « Mais attendez, ce code-là, vous pouvez le faire, il n'y a pas de magie noire. Et faites-le tout de suite parce qu'en mode projet, on a des choses, on a besoin d'avancer. C'est pas une pierre angulaire d'un projet qui va être coté en bourse. C'est juste une petite fonctionnalité. » Donc ils nous ont apporté ces petits contrôleurs Stimulus et il me semble que voilà, il y a des choses qui se passent dans Silus où on utilise des live components que vous avez sans doute vu passer et qui utilisent Stimulus. Voilà. Donc là, vous avez quelques propositions. Vous pouvez intégrer du Vue.js, du React, du Svelte. Vous avez un image cropper. Il me tarde de l'essayer. C'est vraiment le truc qui me fait toujours peur à chaque fois que j'en vois un. Va-t-il marcher? Pour moi, il y a des choses qui peuvent sembler gadgets, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la base de la démarche, en fait, on est autonome. Voilà, on va vraiment pouvoir améliorer notre interface. J'aimerais terminer avec les TurboStream. Alors les TurboStream, en fait, c'est la possibilité de pouvoir récupérer des messages qui sont poussés sur une subscription. Et là, l'exemple que j'ai pris sur Silus, c'est de dire quand un utilisateur ajoute un produit au panier, on veut le dire aux autres pour dire voilà, ce produit vient d'être ajouté au panier, peut-être dépêche-toi parce qu'il n'y en a pas beaucoup, ou alors simplement par intérêt, tu peux lui conseiller quelque chose. Bref, je cherchais un exemple. Et l'idée, en fait, c'est d'utiliser Mercure qui va nous permettre d'envoyer des messages, mais d'avoir un écouteur sur la page qui va nous permettre facilement de récupérer ces messages côté temps réel. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Il faut bosser un petit peu plus, mais c'est pas énorme non plus. On va rajouter dans notre config Webpack le fait de charger nos contrôleurs. On va définir dans nos contrôleurs 2 contrôleurs. Il y a le UX Turbo qui est là par défaut et le Mercure Turbo Stream qui nous permet de faire le lien avec Mercure. Là, l'idée, c'est juste de changer un petit peu la configuration par défaut. Il n'y a pas de création, il n'y a pas de magie noire. Là-dessus, on va créer une application Stimulus, comme on le ferait sur une application Vue.js ou React ou autre. Et on va enregistrer, regardez vraiment, ça tient sur 2 lignes, on va enregistrer un contrôleur Stimulus qui s'appelle Flash Message. Et on va lui dire, voilà, quand tu es lancé, quand on lance la méthode close, il va falloir que tu supprimes l'élément sur lequel tu te trouves. On va avoir dans le layout un div qui a l'ID Shop Messages et c'est lui en fait qui va écouter le stream. On va avoir un subscriber qui va écouter l'événement de Silus, j'ajoute un produit au panier. Et il va publier en fait un message qu'on va pouvoir récupérer sur le front et qui va travailler avec le contrôleur Stimulus. Ce qu'on a ici, on indique à notre contrôleur Stimulus, je voudrais que tu ajoutes l'élément en plus de ceux qui existent déjà. On peut faire du remplacement, on peut lui dire ajoute avant, ajoute après. On a une petite marge de manœuvre comme ça qui nous permet de dire quand j'envoie un message, qu'est-ce que j'en fais. Et l'idée, c'est de l'afficher directement. C'est pas de repasser par un process JS qui nous demanderait un taf en plus. Et enfin, on va avoir ici le TurboStream qui, lui, par défaut, nous fait de l'update, mais on peut faire le append, c'est ce qui a été configuré dans le subscriber. Et l'idée ici, en fait, c'est du HTML. Et on voit, il se trouve ici, un data controller flash messages. Et c'est ça qui fait que le JS du contrôleur va être activé sans rien faire de plus au chargement. Ça nous enlève un pain point qui est de dire quand je récupère du HTML qui contient du JS,
c'est souvent la galère pour réactiver ce JS sans avoir des événements en double ou des comportements un peu bizarres. Et c'est vraiment le point que j'aimerais que vous reteniez de Stimulus. Ils nous apportent une solution élégante pour régler ce point-là. Après, ils ne promettent pas davantage, comme ils disent, c'est une solution modeste. Alors, pour conclure, ce que vous pourriez ne pas aimer Hotwire pour plusieurs raisons. C'est pas stateful, on ne se retrouve pas avec tout un écosystème front-end qui vous permet de dire tout se passe dans le front-end. C'est pas le but, c'est vraiment pas le but. Il va sans doute nécessiter des petits ajustements de votre architecture. Si vous essayez d'améliorer un projet qui est déjà parti un peu loin dans la personnalisation, il y aura du taf. Ça va casser sur des implémentations de librairies JS tierces, mais là, le seul job à faire, c'est d'intégrer tout ça dans des contrôleurs Stimulus et ça fonctionne bien mieux. Et puis voilà, quoi, c'est un peu les faiblesses que j'ai relevées. Vous pourriez aimer ça parce que ça accélère la navigation, réellement. Vous pouvez rafraîchir une partie de la page active. Ça demande très peu de complexité, franchement, par rapport à ce que ça apporte. Tout le boulot que vous faites sur le volet back-end, vous le gardez, vous capitalisez dessus. Ça, je trouve ça essentiel. Il y a beaucoup de projets qui n'ont pas besoin de réinventer la roue. Si vous avez fait un dev back-end qui fonctionne bien, bah, utilisez-le à fond. On a une proposition, je ne sais pas comment on le traduit, mais qui est vraiment avec une opinion forte. C'est-à-dire ils vous disent, par défaut, ça fonctionne comme ça, mais vous pouvez désactiver ou réactiver les éléments à la volée. Et pour moi, la principale qualité, c'est que ça vous permet d'améliorer pas à pas une application existante. Et en fait, c'est sûr, on a quelques milliers d'applications devant nous, mais on en a produit déjà des millions qui fonctionnent n'importe comment et sur lesquelles, en fait, on pourrait... Bon, je dis ça, ça n'engage que moi. Mais non, quand je regarde le web, il me fait un petit peu peur. On produit beaucoup de choses et on ne les entretient pas. Et en fait, je trouve que c'est une technologie qui peut nous permettre de lui redonner un petit coup de boost. Alors, vous l'aimez pas. C'est là depuis un certain temps. C'est pas le truc qui vient de sortir. Ça fait plusieurs années qu'ils sont là. On est à la version 8 de Hotwire. C'est un choix commun de 3 frameworks qui sont les majors, Rails, Laravel et Symfony. Donc c'est là pour durer. Et c'est déjà en cours d'utilisation dans Silus. Donc je pense que voilà, ce n'est qu'un début. Essayez-le. Ça peut donner du bonheur à vos utilisateurs pour... $2. Et j'aimerais vraiment dire merci à Weaver Ryan qui a œuvré énormément pour apporter ce que vous connaissez sous le nom de Symfony UX et puis pour toutes ses contributions à l'écosystème Symfony. Voilà pour moi. Merci pour votre attention.